Salut, bienvenue dans Face à Pierrot, avec évidemment aujourd'hui plein de questions sur les droits TV qu'on va retrouver ça et là durant Face à Pierrot. La première question est de Niri. On en a vaguement parlé l'autre jour sur X. Pourrais-tu expliquer en détail pourquoi la chaîne de la Ligue à 30 € serait un désastre? Si aujourd'hui je veux suivre la Ligue 1, je dois avoir Canal+ et Amazon, ça chiffre aussi. Oui, bien sûr, sauf que Canal et Amazon, effectivement, ça a un coût, mais tu ne payes pas que pour le foot. Alors, il y a effectivement des gens qui ne veulent prendre Canal que pour la Coupe d'Europe et pour les 2 matchs de championnat, et des gens qui sont abonnés à Amazon que pour les matchs de championnat. Mais dans l'écrasante majorité des cas, Canal, c'est ne serait-ce qu'en sport, le rugby, la Formule 1, la moto, tous les matchs de Coupe d'Europe. Canal, objectivement, n'a pas besoin de la Ligue 1. Et puis, Amazon, c'est évidemment un catalogue de films et de séries assez invraisemblable. Alors que là, tu vas avoir une chaîne qui va te coûter 30 balles par mois, ou qui sera diffusée du vendredi 19 h au dimanche minuit, c'est quand même un peu court, et où il y aura que du foot, point barre. Donc je pense que c'est une terrible mauvaise idée. Fred Lichtel me dit, au vu de la difficulté de la négociation des droits vidéo, comment voyez-vous le mercato pour les clubs dépendant beaucoup de cet argent? Quelle stratégie est possible? Est-il envisageable un début de saison sans diffusion? Merci. Alors le début de saison sans diffusion, a priori non, puisque la Ligue a décidé de faire sa chaîne. Encore faut-il qu'elle soit prête pour la reprise. C'est un peu court, moins de 2 mois pour mettre en place une chaîne avec bon, effectivement, je pense qu'ils vont puiser généreusement dans tous ceux qui travaillaient pour Amazon à tous les niveaux. Mais voilà quoi. Et puis effectivement, alors par contre au niveau du mercato, c'est très très compliqué pour les clubs, je dirais indépendants, type Montpellier, Brest ou Reims, qui dépendent beaucoup évidemment des droits télé. D'autant plus que là, début de saison c'est en août. Normalement, il y a un premier versement en août, justement pour aider les clubs à payer une partie du mercato. Et là, il n'y aura pas de versement, puisque je ne sais pas combien il y aura d'abonnés au début de la chaîne, mais je suis bien persuadé qu'il n'y en aura pas 500 000. Donc, ça va être un pourboire. Donc, ça aussi, c'est un vrai problème dans cette histoire. Invictus Nukem me dit, au vu de la baisse d'appétence pour les phases de poule, faudrait-il passer l'Euro à 32 équipes? Évidemment que non. Je pense qu'il y a des équipes qui n'ont pas grand-chose à faire à cet Euro, même si on peut pas dire qu'il y ait une équipe qui soit à la ramasse depuis le début de cet Euro. Mais en termes de spectacle et en termes d'ambition footballistique, il est évident que si on agrandit encore plus le nombre de qualifiés, on va appauvrir le niveau technique moyen. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne solution, mais bon, comme d'habitude, c'est tout pour le fric. Donc, Quentin Meyer me dit, selon vous, quel poste le Racing Club de Strasbourg doit-il renforcer cet été? Donnez-vous votre avis à Marc Keller pour le mercato. Je pense que les besoins du club sont tout à fait identifiés, pardon. Il faut un arrière gauche, il faut un milieu de terrain costaud au cas où Santos resterait à Chelsea, ce qui n'est pas encore acté. Il faut un joueur offensif côté gauche et un milieu un peu créatif. Voilà, c'est à peu près à ces postes-là. Donnez-vous votre avis à Marc Keller. Oui, on parle. Parfois, on est tombé d'accord sur certains joueurs, comme Sissoko par exemple.
Et puis parfois non, même au niveau du choix des entraîneurs, il est évident que si mon avis avait compté, Stéphane n'aurait jamais été l'entraîneur du Racing. Minato me dit un avis sur Barcola vis-à-vis du positionnement de Rabiot. Bah ça n'a rien à voir. Si tu joues avec Rabiot côté gauche, évidemment tu solidifies ton milieu, ce qui était de toute façon à l'évidence le but de Deschamps contre les Pays-Bas. Et avec Barcola, t'as un vrai attaquant, même s'il fait un travail défensif non négligeable. Après, Rabiot, il a joué beaucoup à gauche, surtout en première période. En seconde période, j'ai trouvé qu'il avait retrouvé un peu son poste habituel avec un rayonnement plus grand sur l'ensemble du terrain. J'ai envie de dire pourquoi l'un ou l'autre, les deux seraient très intéressants aussi. OVMR42 me dit, même si Canal+ est en froid total avec la Ligue, on sait très bien que la chaîne cryptée ne veut pas se passer de la Ligue 1. Est-ce qu'on peut enfin espérer que Canal rentre dans les négociations? Si, Canal peut très bien se passer de la Ligue 1. Canal a son prime time du dimanche soir qui marche très bien avec le rugby, même si moi je regarde pas, mais bon, voilà. Canal a l'intégralité des compétitions européennes, ce qui n'a jamais été le cas. Là, il y aura tous les matchs de toutes les coupes d'Europe sur toutes les chaînes, donc ça va quand même faire copieux, surtout que avec la refonte de la Ligue des Champions, il y a plus de matchs. Donc non, Canal n'a plus besoin de la Ligue 1, et surtout Canal a investi son argent ailleurs. Faut bien voir que Canal, son argent, c'est l'argent des abonnements. Donc si tu as investi 480 millions dans les Coupes d'Europe, que tu as investi dans le rugby, dans la F1, dans la moto, bah tu as peut-être plus ce qu'il faut pour mettre des sous de façon conséquente dans la Ligue 1. Et puis c'est vrai aussi que on a très maltraité de Kyo à la Brune, on a très maltraité Canal, on l'a jamais traité comme ce qu'il était, c'est-à-dire le père fondateur des retransmissions de Ligue 1 à la télévision. Et voilà, c'est passé du manque de respect au foutage de gueule. Et aujourd'hui, bah forcément, moi je comprends très bien que Canal ait absolument pas envie de rendre service à ces gens-là, quoi. Pascal me dit, à la place de Deschamps, aurais-tu fait jouer Barcola? Je pense qu'il a énormément apporté et très peu de temps de jeu, malheureusement. Bah, c'est pas très peu de temps de jeu, c'est pas de temps de jeu. Je sais pas si je l'aurais fait débuter contre les Pays-Bas. Ce que je sais, c'est que je n'aurais pas fait cette équipe à 4 milieux. Je serais resté avec 3 attaquants. Mais de là à faire commencer Barcola, pas forcément, mais après le faire rentrer en cours de match, évidemment. Arboem me dit, Rabiot et Griezmann ne se sont pas mouillés autant que Thuram et Mbappé sur les élections législatives. Ce thème peut-il être un sujet de division chez les Bleus? Bah, écoute, j'imagine que dans tes amis, je sais pas si t'es de droite, t'as certainement des amis de gauche, ou inversement, et que ça vous empêche pas de me faire des barbecues ensemble. La politique, on peut avoir des gros désaccords sur la politique, c'est pas non plus quelque chose de vital dans une vie amicale, ou voire même une vie de couple. Après, Rabiot et Griezmann n'ont pas donné les mêmes consignes que Thuram et Mbappé. Ça veut pas dire qu'ils sont en désaccord avec eux. Ça veut dire qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à se mouiller et que c'est pas parce qu'ils sont footballeurs professionnels qu'ils doivent donner des consignes de vote, ce à quoi je souscris assez. Moi, par exemple, du haut de ma petite notoriété, je me suis toujours interdit de donner des consignes de vote à qui que ce soit. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre de ce que Pierre Ménès peut voter ou pas? J'imagine que le fait que Thuram dise qu'il faut faire barrage au RN, ça apporte pas une voix à la gauche. Mais enfin bon, je me trompe peut-être, hein. Cyril FCGB me dit, pourquoi la question du pass par club n'a pas été étudiée par la Ligue? Un pass club L1 et un pass club L2, en plus de la chaîne générale, ça permettrait d'avoir une meilleure répartition des droits TV pour les clubs les plus suivis.
Ouais, le problème, c'est que quand tu fais des droits TV, le but du jeu, c'est qu'il y a un ruissellement pour tous les clubs, pas évidemment pas équilibré. C'est quand même normal que le PSG touche plus que le Havre, puisque le PSG intéresse beaucoup plus de gens dans le bon et dans le mauvais sens. Et puis le PSG a plus de supporters, et puis le PSG est surtout beaucoup plus diffusé. Et c'est ça le problème, c'est que si tu fais un pass Ligue 1, les gens vont s'abonner massivement au pass du PSG, au pass de Marseille, au pass de Lyon, et puis il va rester que des miettes aux autres. Et je suis certain qu'un système comme ça comblerait effectivement les 3 clubs que j'ai cités et désavantagerait considérablement les autres. Alex Nissa du 06 me dit ton avis sur l'évolution de l'Espagne dans le jeu, qui a arrêté de jouer à la baballe en multipliant les passes avant de tirer et qui a même marqué en transition contre la Croatie avec la passe de Ruiz pour Morata. Je pense surtout que c'est une question de joueurs. Effectivement, quand tu as Busquets, Xavi et Iniesta, tu es beaucoup plus tenté de garder la balle entre ces 3-là et de jouer à ce que j'appelle la balle qui rend fou pour les adversaires. Quand tu as Yamal et Williams sur les côtés, bien évidemment, ça change ton style de jeu. Et après, effectivement, le but que Morata met sur la passe de Ruiz, il est pas du tout espagnol dans l'image d'Épinal qu'on en a. Mais c'est vrai aussi que Ruiz n'a pas du tout le même rôle qu'au PSG. Donc, je suis pas certain que l'Espagne ait changé de philosophie. L'Espagne a surtout changé de joueur. Avec Lisa du 06 encore, belle semaine pour Urshak à Halle avec sa finale, lui qui avait déjà remporté ce tournoi en 2022. Demi-finaliste à Wimbledon en 2021 et son jeu parfaitement adapté au gazon avec son service, sa volée, bon slice. Crois-tu à une bonne performance du Polonais à Wimbledon? Oui, je pense que, sauf écueil dans le tableau, Urshak a tout à fait en lui une place de demi-finaliste à Wimbledon. Après, le problème d'Urkacz, ce sera de se retrouver contre les tout meilleurs, où là, il y a encore un petit barrage, que ce soit Alcaraz ou Sinner. Mais oui, Urkacz en demi-finale, ça me paraît bien parti. Allez, Alexis A du 06 pour la 3e question. On revient beaucoup ces derniers jours sur le niveau de jeu très poussif de nos Bleus et le manque d'efficacité offensive. Peut-on dire paradoxalement qu'individuellement, on a plus de satisfaction que de déception, notamment Maignan, Upamecano, Saliba, Koundé, Kanté et Rabiot? Ouais, on a effectivement des satisfactions avec les joueurs que tu as cités, mais tu n'as cité que des joueurs défensifs. Offensivement, c'est le néant. C'était déjà pas terrible contre l'Autriche, alors qu'on jouait à 3 attaquants plus Griezmann. T'enlèves un attaquant, il n'y a pas... Alors tu l'enlèves parce que les circonstances et la fracture du nez de Mbappé t'obligent à l'enlever, mais malgré tout t'enlèves un attaquant et tu t'étonnes de pas marquer de but. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans ce match contre les Pays-Bas, c'est qu'encore une fois, les Pays-Bas avaient peur de l'équipe de France. Ça s'est vu quasiment tout de suite, même si le premier quart d'heure a été très spectaculaire des deux côtés. Derrière, immédiatement, les Pays-Bas sont rentrés en gestion tout le match et qu'on n'a rien fait pour les... Il n'y a pas eu même de changement. Je pense que, vu la tactique des Pays-Bas, il y avait quand même pas beaucoup de danger à faire rentrer un attaquant de plus, à mettre un Barcola sur le côté gauche pour mettre un peu le Bronx. Après, moi, je suis pas étonné, hein, ça fait 12 ans que Deschamps est sélectionneur, 12 ans qu'il joue comme ça, 12 ans qu'il a des résultats, donc voilà. Mais c'est vrai que ce match-là m'a particulièrement irrité.